Audace Azelimana, bonjour. Bonjour, Qui êtes-vous? moi je suis Audace Azelimana, comme vous venez de le préciser. Je suis défenseur des droits humains et activiste depuis plus ou moins 25 ans dans la défense et la promotion des droits humains. Je fus également représentant légal d'une association appelée Association pour la paix et les droits de l'homme, APDH en sigle. Vous êtes parmi les 5 défenseurs des droits humains qui ont été libérés récemment par la justice burundaise. Comment vous avez été arrêté et pourquoi vous avez été arrêté? Bon, je peux tenter une réponse, sinon savoir pourquoi nous avons été arrêtés serait peut-être difficile à détecter, à exprimer. Sinon, ça a été vraiment une chose très difficile, ça n'a pas été facile. Ça nous a surpris. Donc, à notre grande surprise, en date du 14 février 2023, nous nous sommes retrouvés devant un fait accompli, comme quoi nous avons été arrêtés au niveau de l'aéroport international américain d'Adaye, à Bujumbura, alors que nous nous rendions en mission de travail dans un cadre de partenariat en direction de Kampala, en Ouganda. Et c'est à ce moment-là que nous sommes tombés dans une situation inédite, comme je le disais, une situation surprise, où les services nationaux de renseignement nous ont arrêtés sans que nous nous y attendions à cela. À quel niveau? C'était à l'aéroport. Eh bien, lorsque nous nous apprêtions à faire des contrôles, donc préparatifs, démarches, avant que l'on ne prenne l'avion qui était prévu de voler à, je crois, à 9h, 9h30. Et dans la logique des choses, donc, lorsqu'on s'apprête à prendre un vol, on doit arriver à l'aéroport 2h, 2h30 avant le vol. Eh bien, lorsque nous sommes arrivés au niveau des points de contrôle, de vérification. Vous étiez à Katroui dans un premier temps. Qui était-il? Oui. À qui vous étiez ensemble? À ce moment-là, j'étais avec une femme, directrice exécutive de la PDH. On était à 2. Et là, on a commencé à vérifier nos documents de voyage, comme quoi c'est une simple vérification. Mais bien évidemment, dans le voyage, c'était prévu que nous soyons à 4. Donc, 2 personnes de l'Association pour la paix et les droits de l'homme, moi et Madame Sylvana, malheureusement qui est décédée, mais aussi 2 autres de l'Association des femmes juristes du Burundi, dont Maître Sonia Ndikumasabo, représentante légale de l'Association des femmes juristes du Burundi, et la chargée de programme appelée Marie Merusabe, de cette même association AFJB. Eh bien, nous sommes arrivés à 2, moi et Sylvana, un peu avant les 2 autres de l'association des femmes juristes. Et on n'y croyait pas. Donc, on croyait que tout simplement, on était en train de vérifier nos documents de voyage. Et on voyait une personne qui sillonnait, qui faisait des tours, il entrait, il sortait. Là, on n'était pas encore dans les enceintes de l'aéroport, donc dans l'établissement à l'intérieur. Eh bien, il est venu, il a pris nos documents de voyage et il nous a appelés, nous invitant à l'accompagner vers l'intérieur de l'aéroport, dans un bureau d'un commandant de l'aéroport. Et là, on est arrivé, on échangeait avec eux, sans savoir réellement si on était déjà dans les mains.
du service national de renseignement à l'aéroport. Oui, c'était quel sujet de débat? Bon, on nous demandait sur quelle invitation nous sommes en voyage vers Kampala, qui est l'organisateur de l'activité, quels sont les documents que nous avons, soit des termes de référence pour l'activité, l'invitation pour l'activité, les billets d'avion. Donc, on dirait de simples vérifications, mais finalement, on s'est rendu compte que toutes ces discussions légères et aussi simples, c'était une façon d'attendre que les deux femmes de l'association des femmes juristes arrivent. Et on y a passé, bon, on nous a fait entrer au niveau du bureau du commandant de l'aéroport vers 7h45, vers 8h. Et on y a passé plus ou moins 10 à 15 minutes avant que les deux de l'AFJB nous rejoignent. D'un coup, le même élément qui nous a fait entrer est sorti et tout de suite, il est revenu avec les deux femmes de l'association des femmes juristes. C'était qui? Vous l'avez pu identifier? Bon, on a su finalement qu'il était un agent du service national de renseignement, mais on ne le savait pas. Encore moins, on ne connaissait pas son nom. Et lorsqu'il venait, il est venu avec les deux femmes de l'association des femmes juristes. Automatiquement, on a récupéré tout ce que nous avions comme effet personnel. Les documents de voyage, c'était déjà récupéré, les téléphones, les ordinateurs. On a directement saisi. Et ces deux sont aussitôt assis dans le bureau du commandant de l'aéroport. Il est venu un certain Eliphaz, c'est le patron du service national de renseignement dans le ressort de Bujumbura, et il est venu avec des mandats d'amener. Automatiquement, il a distribué, toi tu t'appelles comment, on te fait directement ton mandat d'amener, et on lisait automatiquement après avoir passé quelques secondes, à peine une minute ou deux, il a récupéré les mandats d'amener et il nous a appelé de l'accompagner. Donc, avez-vous eu l'occasion d'alerter les familles pour dire nous sommes en état d'arrestation? Avez-vous eu ce moment? Non, on n'a pas eu ce moment pour deux raisons majeures. D'abord, le temps ne l'a pas permis, mais aussi on n'y a pas cru. Parce que dans un premier temps, on ne savait pas si on était vraiment arrêté. Et comme je le disais, visiblement, ils étaient en train de nous dorloter, disons, pour se permettre que les deux femmes de l'AFJB nous rejoignent aussi. Bien, il nous a directement conduits vers l'extérieur de l'aéroport et dans l'entretemps, il nous a posé la question. Est-ce que vous savez où vous allez? Nous avons dit non. C'était qui a posé cette question? Eliphaz. Oui. Eh bien, il a dit, nous rendons au service national de renseignement. Et on a sursauté. Et d'ailleurs, au niveau du contenu des mandats d'arrêt, plutôt des mandats d'amener, c'était mentionné 3 chefs d'accusation, aussi graves qu'on peut le croire. C'était l'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, c'était en abrégé ASI, c'était la rébellion, mais aussi l'atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale. Donc, avoir les propos qu'il nous transportait vers le service national de renseignement, mais aussi le contenu de ces mandats d'arrêt, plutôt mandats d'amener qui nous ont été présentés et directement récupérés, on a compris que on va dans une situation aussi dure qu'on ne pouvait se l'imaginer. Et c'était trop tard pour alerter parce que vous n'aviez pas encore de téléphone? Nous n'avions pas de téléphone, mais aussi cette information que nous sommes transportés vers cet endroit, donc au niveau du service national de renseignement, c'était trop tard, mais aussi on ne s'y était pas attendu, donc on n'a pas pu alerter. Eh bien, là, c'était vers 8 heures, pratiquement 8 heures légèrement passées. Et là, nous sommes partis comme ça. Mais dans l'entretemps, après nous avoir informé de cela, nous lui avons posé la question, est-ce que nous avons droit à une assistance juridique ou judiciaire, assistance par un avocat? Il a dit non.
Et c'était encore à l'aéroport ou bien? À l'aéroport, Ok. juste avant d'embarquer les véhicules du service national de renseignement. Il a dit non. Donc, au niveau du service national de renseignement, il n'est pas autorisé que l'on soit assisté. Donc, déjà, nous sommes préparés que nous ne serons pas assistés. Mais aussi, nous étions convaincus que c'est carrément un kidnapping parce que nos familles n'étaient pas informées de notre sort. Simplement, les familles savaient que nous sommes en voyage vers l'Ouganda. Et arrivé au service national de renseignement vers 8h30, une séance une séance d'audition a commencé directement. Et nous avons été auditionnés à partir de 8h30 jusqu'à 21h30 comme ça. Donc, plus de 12 heures en train d'être auditionnés, des OPJ qui se succédaient pour nous interroger, pour nous auditionner. Et on a compris que vraiment la chose était hautement politisée, était hautement sensible, à telle enseigne que donc on craignait le pire. Donc, c'était la question de s'expliquer sur les 3 chefs d'accusation. Bon, dans l'interrogatoire, si je peux l'appeler ainsi, on revenait dans le détail sans savoir exactement est-ce que ça cadre avec les 3 chefs d'accusation, parce que l'audition en soi, l'interrogatoire en soi, portait beaucoup plus sur la manière dont nous recevons, nous percevons des financements de la part de différents bailleurs, donc les canaux par lesquels passent les financements, mais aussi comment nos organisations fonctionnent, la succession des organes, donc des choses du genre. Sinon, carrément par rapport aux dispositions légales sur la définition de l'Asie, l'atteinte à la sécurité intérieure de l'État, ça n'a rien à voir avec ce qu'on nous posait comme question. Donc, on insistait beaucoup plus sur la dimension financement, le circuit ou les canaux de financement, et on leur expliquait que les financements passent par un circuit officiel, que ça provient d'un bailleur X, Y, Z, ça passe par la Banque centrale, donc la Banque de la République de Burundi, la BRB, et pour arriver sur les comptes dans les banques commerciales afin de pouvoir utiliser les budgets alloués à différents projets, à différentes activités, donc au profit des bénéficiaires de nos interventions. Mmh. Et bien évidemment, avec ces différents questionnements, on constatait que derrière ça, c'était beaucoup plus ce qui a trait avec l'atteinte au bon fonctionnement de l'économie nationale. Si on s'en tient aux différents questionnements qui nous étaient posés. Mmh. Donc, on leur avait fait tout ce qu'ils demandaient comme information. Et je dois préciser que on n'avait pas vraiment peur parce que au regard des questions, c'était un peu clair, question de curiosité, mais avoir la manière dont nous avons été arrêtés, mais aussi donc manu militari embarqués dans les véhicules du service national de renseignement, on se posait rien, mais on a déjà posé les vraies questions, à voir comment on a été arrêté. Eh bien, on y a passé 3 nuits avant d'être transféré au niveau du parquet pour également pour passer en interrogatoire avant d'être transféré à la prison centrale. On revient un peu sur les détails de cette première journée. Donc, l'interrogatoire a été clôturé vers 21h. 21h30 comme ça. Quelle a été la suite pour toi et tes collègues? Bon, pour moi et pour mes collègues, jusqu'à cette heure-là, jusqu'à 21h30, on échangeait, on discutait, donc on était sous pression d'interrogatoire. Et après 21h, c'est là on nous a dit, eh bien, aujourd'hui, vous n'allez pas rentrer. Ça, c'est le directeur de la documentation intérieure, TDI, qui nous a dit ça. Donc, on a compris qu'on va loger la première nuit là. Et là, ces enceintes du service national de renseignement, c'est tellement vaste, à telle enseigne que tu ne peux pas savoir où se trouve X personne détenue, l'autre personne. Donc, on te montre
eh bien, suivez ce policier-là, il va te montrer là où tu vas. Ni toi, ni les autres, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas où ils sont mis. Eh bien, arrivé à l'intérieur du cachot, à l'intérieur de la cellule, j'y ai rencontré 3 jeunes qui étaient détenus. Parmi eux, il y avait un qui nous disait qu'il vient d'y passer plus ou moins un mois. Donc, c'était vers 22 heures qu'on est entré dans la cellule, que je suis entré dans la cellule. Donc, je ne savais pas il y avait combien dans la cellule. Il n'y avait pas de lampe, il n'y avait pas de lumière. Donc, c'est carrément, si on peut le paraphraser ainsi ou le considérer ainsi, c'est carrément jeter la saleté dans la poubelle. Donc, là, tu ne vois rien, c'est plein de mouches, c'est plein de moustiques, c'est la saleté, il n'y a pas de toilette, et si on a besoin de se soulager, tu te soulages là à l'intérieur même de la cellule, tu ne vois pas combien, avec qui, à combien vous êtes. Et bien, le lendemain, c'est là où j'ai constaté que nous étions à 4 dans la cellule. Parce que le matin, vers 10 heures, il y a un petit moment entre 45 et 1 heure pour faire vos toilettes. C'est là où on a échangé, c'est là où ils m'ont dit le temps qu'ils viennent d'y passer, aussi les chefs d'accusation qui sont portés sur eux. Et bon, jusque-là, tant que le lendemain, je ne savais pas où se trouvaient les 3 dames. Et dans la cellule aussi, il n'y avait rien comme couverture, comme matière de couchage. Donc tu entres comme les chèvres qui sont embarquées dans la ferme. Donc tu restes comme tu étais. Tu restes comme tu étais. Et le lendemain, je ne savais pas où se trouvaient les 3 dames. Et pendant l'interrogatoire du lendemain... Mais avant d'y arriver, donc vous avez été arrêté le matin, vous avez passé toute la journée en interrogatoire et jusqu'à la nuit, et vous avez été conduit dans votre cellule. Est-ce que vous n'avez pas eu le temps de mettre quelque chose sous la dent parce que la journée était longue pour l'interrogatoire hein? Non, rien du tout. Rien du tout. Donc, à partir de ce matin-là, toute la nuit qui a suivi, jusqu'au lendemain, eh bien, en début de l'après-midi, on nous a apporté à manger. Et on s'est questionné, ça provient d'où? Parce que nos familles n'étaient pas informées de notre sort. Et surtout, on nous avait précisé que nous n'avons pas droit de visite. Et on s'était beaucoup plus questionné sur qui a apporté cette nourriture. Mais à cause de cette fin-là, on a mangé à nos risques et périls. On a mangé et finalement on a compris que c'est une ration dédiée aux détenus au service national de renseignement. Comment a été la seconde journée dans le termes d'interrogatoire? La seconde journée, on a commencé à subir une seconde série d'interrogatoires. Je parle de série parce que ça se succédait d'une minute à minute, d'heure en heure. Donc, visiblement, un interrogatoire interminable. Donc, l'interrogatoire pour la deuxième journée a commencé vers 10 heures, 11 heures, jusqu'aussi la nuit. Et là, comme j'allais commencer à le dire, on appelait un à un. Donc, dans l'après-midi, j'ai croisé une des dames avec qui on a été arrêté. Et donc, après l'interrogatoire, on l'a envoyé à la cellule. Et moi-même, c'est la même chose. On t'interroge et puis tu rentres dans la cellule. Le policier revient, tu reviens juste pour passer ces différentes séries d'interrogatoires. Et là, l'interrogatoire m'a permis également de connaître qu'un autre élément de la PDH avait été arrêté au niveau du service national de renseignement en Gozi, donc le même jour, la même soirée du 14 février, donc la veille. Mais on ne s'est pas croisé. C'est l'écho donc de la part de ces différents OPJ
Ils m'ont posé la question, est-ce que tu connais un certain Prosper Lunyangue? J'ai dit oui. Est-ce que tu connais où il se trouve maintenant? J'ai dit innocemment, non, je ne sais pas, mais à ce que je sache, il se trouve au niveau de son poste d'attache comme employé à la PDH. Ils ont souri un peu. Donc, ils savaient bien, ils ont constaté que je ne savais rien. Ils savaient bien qu'il était déjà arrivé au niveau du service national de renseignement à Bujumbura, mais personnellement, je ne savais rien. Et là, j'ai continué à subir l'interrogatoire. Et ce qui est pire, la deuxième nuit, on m'a réveillé vers 2 heures du matin pour passer un interrogatoire. Eh bien, à cette heure-là, un policier est venu, il a toqué sur la porte de la cellule, m'a appelé. En tout cas, je me suis dit, eh bien, cette fois-ci, c'est fini. Je ne savais pas quelle heure était, parce que la première chose, après t'avoir dépouillé de tout ce que tu as, y compris le téléphone, la montre, etc., la première chose qui arrive à tout détenu, c'est la notion de temps. Donc, je ne savais pas à quelle heure on était, mais j'ai osé poser la question à un policier, il est quelle heure? Il m'a dit, pourquoi tu poses cette question? Juste pour savoir. Il m'a dit, il est 2h moins 5. Donc, j'ai compris que ce qui allait m'arriver est probablement le pire. Donc, est-ce que c'est vraiment un interrogatoire 2h du matin? Je vais être interrogé par qui? Je vais interroger à partir d'où? En tout cas, pratiquement, je craignais le pire. Pourquoi tu n'as pas pensé à refuser de répondre à cet appel? Bon, en réalité, un détenu se trouve entre la vie et la mort, se trouve dans les mains de l'autorité qu'il a arrêté, et à plus forte raison dans les mains du service national de renseignement. De la part de mes co-détenus, j'avais appris que l'une des meilleures façons pour y passer un moment, c'est d'obtempérer à tous les ordres qui sont donnés. Sinon, il y a automatiquement usage de la force, y compris notamment la torture, pourquoi pas liquider des gens. Donc, il m'avait fait ce clin d'œil qu'il faut coopérer, qu'il faut collaborer. Eh bien, lorsqu'on est dans cette situation, on devient un peu c'est comme on est sous anesthésie. À la période de 2 heures du matin, comment a été l'interrogatoire? Bon, un interrogatoire qui n'a pas différé aux autres séances d'interrogatoire pendant la journée ou légèrement en début de la soirée. Donc, c'était la suite des questions ou même des répétitions comme questions qui m'ont été posées. Et là, j'ai compris qu'en quelque sorte, c'est beaucoup plus une torture morale, une torture psychologique. Te réveiller la nuit, tu ne vois pas où tu vas, tu ne sais pas qui t'appelle. Donc, pour tenter de te challenger, pour tenter de voir si tu restes cohérent par rapport aux réponses que tu fournis. Sinon, je dois préciser que toutes les questions qui sont posées beaucoup plus avec des menaces. Mais si tu coopères comme me l'avait déjà coaché mes co-détenus, ça peut passer. Ça peut passer. Donc, je reparle d'expérience, je l'ai vu. Et bien aussi, je dirais que non seulement c'était torture psychologique, mais beaucoup plus, il manquait de matière. Les OPJ qui m'ont interrogé, ils ont pratiquement manqué de matière. C'était les mêmes OPJ? Moi, j'ai été interrogé par 2 OPJ pendant les 3 jours que j'ai passés. Sinon, comme je le disais, il n'y avait rien comme matière. Donc, si on te pose une question de savoir le fonctionnement d'une organisation que tu représentes et que tu te fournis toutes les informations, comment les financements sont recherchés, comment ils sont décaissés, et tu leur fournis toute l'information qu'il faut. Pratiquement, il n'y avait rien comme accusation, comme
reproche. Voilà. Voilà, donc c'est la fin de la deuxième audition. La troisième journée, c'était comment? Bon, la troisième journée, c'est toujours dans la suite, mais bien évidemment, là, c'était vers les conclusions. Et vers les conclusions, c'est que il se prépare à produire un PV, un procès verbal, sur lequel tu vas poser ta signature. Donc, pour dire quoi, comme il tendait vers les conclusions, il me posait des questions, je dirais, des questions d'attrape-nigo, des questions de pièges, des questions pièges, me démontrant que je suis fautif. Et dans l'entretemps, je crois le deuxième jour, donc le 15 février 2023, le ministre de l'Intérieur, nous l'avons appris par après, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire avait déjà animé un point de presse où il donnait déjà orientation de la manière dont on doit traiter le dossier. Dans ce point de presse, c'est connu, c'est médiatisé. Donc, il disait qu'il y a une équipe de gens, je cite, il y a une équipe de gens qui se disent de la société civile, qui ont été arrêtés pour question d'enquête et qu'ils sont reprochés de collaborer avec une ou des organisations internationales qui ont refusé de collaborer avec le Burundi. Et que les financements qu'ils obtiennent seraient utilisés pour financer des mouvements terroristes. Fin de citation. Pour dire quoi, le ministère avait déjà donné orientation de la manière dont le dossier sera traité. C'est peut-être aussi que ce troisième jour, l'OPJ ou les OPJ qui nous interrogeaient étaient beaucoup plus virulents. Donc, nous reprochaient d'être fautifs. Donc, ce n'était plus quelque chose d'entretien, un interrogatoire un peu doux, mais c'est beaucoup plus musclé, nous montrant que on est fautif. Et on a toujours gardé cette lucidité, ce qui a, disons, qui a permis de ne pas avoir d'une matière qu'il voulait. Donc, il essaie de provoquer la colère, il essayait de provoquer l'intention de dire ce que tu n'as pas dans ta conscience. Donc, c'était ça la provocation. Eh bien, avant de produire le PV, il faisait lecture de ce qu'il a écrit avant l'impression, quitte à te demander est-ce que tout ce que j'ai mentionné, c'est ce qu'on a discuté. Et j'ai constaté personnellement que le gros des discussions était là. Mais les choses sur lesquelles il voulait me coincer ne figuraient pas. C'était quoi? Ne figuraient pas. C'est notamment ce qui a trait avec le déroulement dont les financements me parviennent. Il a omis que les financements passent par la Banque centrale, donc la BRB, avant de passer sur les comptes des banques commerciales, donc pour utiliser l'argent, les financements. Donc, visiblement, c'était ça. On voulait nous coincer, montrer que les financements que nous obtenons passent par des voies qui ne sont pas connues et l'utilisation de ces fonds passait également par des canaux qui n'étaient pas connus. Pourtant, on avait précisé ça. Eh bien, aussi, après avoir eu l'information que nous sommes détenus au niveau du Service national de renseignement, il y a eu tapage médiatique à grande échelle au niveau mondial, dans les corps diplomatiques, dans les ONG internationales et locales de défense des droits humains. On a crié, on a plaidé pour décrier, pour dénoncer cette arrestation arbitraire, cette détention arbitraire. Et là, même un de nos partenaires a fourni une information et adressée à la présidence de la République, démontrant comment nous sommes financés. Donc, nous l'avons su par après que cette organisation-là, avec qui nous collaborons, donc nous collaborions, donc on a
on a pu avoir toute la piste, toute l'information par rapport au mode de financement. C'est ce que je vous disais, que ils ont manqué de matière. Donc, sauf forger une histoire, sinon ils ont manqué de matière. Et bien évidemment, on a constaté qu'avec ça, c'était carrément un montage fait de toutes pièces. Donc, carrément, purement et simplement, il y avait quelque chose que jusque maintenant, on n'a pas su, on n'a pas connu le vrai mobile, avoir l'orientation que le ministère avait donnée, avoir l'interrogatoire qui s'est passé. Pratiquement, il n'y avait rien, sauf un montage grotesque qui avait été monté contre nous. Avant peut-être d'arriver donc à ce niveau de savoir comment vous êtes parvenu à sortir des services nationaux de renseignement, je voudrais me focaliser un peu sur votre condition de détention dans cette cellule de la documentation. C'était comment? Donc, vous avez décrit une chambre noire, donc là où il n'y a donc aucun confort pour te reposer. Est-ce que tu es parvenu à te coucher? Comment c'était la vie dans cette cellule? Bon, il y a une force naturelle pour épuiser toute personne, c'est bel et bien le sommeil. Ça t'épuise et ça te repose également. Donc, si j'y reviens un peu, donc on a été arrêté vers 7h30 et on a été introduit dans la cellule vers 22h. Donc, tu t'imagines déjà, avec toute cette durée, tout le corps est abattu. Donc, on y arrive, il n'y a rien, il n'y a même pas un pavement, c'est carrément un pavage. Il y avait des pierres donc à l'intérieur. Ce n'était pas vraiment dans des conditions inhumaines. Il n'y avait pas de lumière, comme je le disais, il n'y avait pas d'eau sanitaire pour se soulager, sauf des petites bouteilles, de petits bidons où on pouvait se soulager dans ces trucs-là. Donc, il n'y avait rien comme minimum de choses, de matériel permettant à une personne de coucher. J'avais dit que c'était pratiquement comme si on envoyait des chèvres dans une ferme. Eh bien, à cause de la fatigue, à cause de cet sommeil, du sommeil, on est parvenu à tomber, je ne dirais pas à ensommeiller, mais pratiquement tu n'obtiens pas de sommeil. Tu ne sommeilles pas. Et pendant les 3 nuits, c'était comme ça. Ouais. Voilà, donc on est à la 3e journée de votre détention au Service national de renseignement. Comment vous avez été notifié que vous allez sortir de ces cellules? Bon, à notre grande surprise, en début de l'après-midi, vers 16h comme ça, j'ai vu un policier qui vient, il a toqué, comme d'habitude. Il m'a appelé, bien Audace, on te cherche. Personnellement, je pensais qu'on allait me relâcher. Et il m'a conduit vers l'OPJ qui m'avait auditionné. Arrivé devant l'OPJ m'a dit, eh bien, on va vous dégager d'ici. Vers où? Tu vas le voir, tu vas le constater, mais vous allez être dégagé d'ici. Bon, je ne savais pas où nous allons. Tout d'un coup, j'ai vu les 3 dames me rejoindre dans la cellule de l'OPJ. J'ai vu également la personne là qui avait été attrapée au niveau d'Ongozi. Donc, Lino Doronyang Prosper, lui aussi. Bon, à ma grande surprise, je ne savais pas déjà. Donc, vous devenez 5. Nous devenons cette fois-ci à 5. Et donc, c'était le même message que chacun de nous avait obtenu de la part des policiers qui assurent la garde. Et on nous a dit, eh bien, voilà vos trucs, les sacs, dans lesquels se trouvaient nos habits, surtout nous les 4 qui allaient voyager. Sinon, celui qui était venu d'Ongozi n'avait rien sur lui. Donc, on nous a dit, on va vous embarquer vers le parquet. C'est le parquet près le tribunal de grande instance de Nahangwa, qui se trouve au quartier 9 de la zone Ngagara. Et on nous a conduits vers là. Arrivé là... On est à quelle heure? On est vers 17h. On est vers 17h.
Arrivé là, un de nous a pu appeler un avocat, lui disant que, bon, en fait, c'était déjà connu de la part des médias, de la part oui, la médiatisation à grande échelle. C'était déjà connu que nous sommes au niveau du service national de renseignement. Et arrivé au parquet, il y a quelqu'un parmi nous qui a appelé un avocat, lui disant que nous sommes déjà arrivés au niveau du parquet pour être auditionné par le ministère public. Et l'avocat a été vraiment très actif pour communiquer d'autres avocats. Du coup, quelques minutes après, la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, nous a rejoints. On ne sait pas comment ils ont su ça. Nous a rejoints. Aussi, les avocats nous ont rejoints et on a commencé à être interrogés par le substitut du procureur au parquet près le tribunal de grande instance de Nahangwa. L'interrogatoire a également duré un temps relativement très long, à partir de 17h vers 22h. Et après l'audition de nous tous, le substitut qui nous a auditionnés est resté là et les avocats lui ont demandé et alors quelle est la suite? Parce qu'on était déjà à la tombée de la nuit et le substitut là a répondu gaillardement, arrogamment, j'attends un coup de téléphone pour savoir le sort de ces prévenus. Bon, comme ça veut dire que vous êtes là et le substitut est là, donc vous attendez un coup de téléphone. Bon, beaucoup, c'était lui qui attendait un coup de téléphone, oui, pour savoir notre sort. Eh bien, avec cette intervention arrogante, comme parmi nous, il y avait déjà des avocats, il y avait aussi parmi nous ceux qui ont fait les sciences juridiques, il y avait des juristes, y compris moi-même, nous nous sommes questionnés, finalement, quelle est cette procédure-là? Quelle est cette procédure qui précisait que pour décider sur le sort des présumés, plutôt des prévenus, qu'il attend un coup de téléphone de la part d'en haut, on dit le téléphone hejuru, et avait-il également précisé que comme j'ai eu un coup de fil m'envoyant ces prévenus, j'attends un coup de fil pour savoir le sort. Sinon, lui-même avait précisé que le dossier était vide. Mais comme c'était déjà politisé, là je le cite, donc j'attends les ordres de la part de ma hiérarchie, donc j'attends un coup de fil. Est-ce qu'il a fait sa propre instruction ou bien c'était sur base de PV qui vient de la documentation? C'était comment? Bon, pire encore, c'était exactement ça. Pire encore. Donc, les agents du service national de renseignement, lorsqu'ils nous ont administrés vers le substitut du procureur, ils lui ont remis tous les effets qu'on avait, donc y compris nos pièces d'identité, nos documents de voyage, etc. Et là, ils lui ont également remis les procès-verbaux. Et ce qui est grave, c'est que les procès-verbaux qu'ils avaient produits ne relataient pas exactement ce que nous leur avons déjà dit, comme je le disais. Oui, c'était lacunaire justement au niveau de... C'était lacunaire sur le fond, le contenu, et ils avaient coupé une partie de nos interventions. Parce qu'on disait également sur l'aspect de sécurité que nous, les organisations de défense des droits humains, pour qui plutôt nous travaillons ou nous représentions, on a parlé des questions de sécurité, nous interrogeons est-ce que les droits humains ont des rapports avec la sécurité. On leur disait, eh bien, c'est quelque chose de très vaste, y compris même l'agriculture, les microcrédits, les droits économiques, et consorts, donc c'était tout à fait normal. Et là, nous leur expliquions que lorsque nous échangeons avec des partenaires présents ou à venir, on doit décrire le contexte dans lequel nous nous retrouvons
afin que ce partenaire présent ou à venir se décide s'il peut continuer à appuyer des initiatives dans un contexte où les droits humains sont violés, où la sécurité est en péril et consorts. Et nous assignions leur disant, cela a été dit par plusieurs autorités burundaises, y compris même le ministre de la Défense. Mais cela n'était pas une nouvelle accusation du ministère public, peut-être à votre Non, non. Là, je disais que même au niveau de la documentation, on nous avait posé cette question-là. Ouais. Mais dans les PV qu'ils ont donnés au ministère public, ils avaient coupé ça. Parce que nous leur avions expliqué, nous avions justifié comment, normalement, avant de mettre en œuvre un projet, il faut la description du contexte. Et nous leur disons que ça, c'est tout à fait normal, que différentes autorités du Burundi ont toujours évoqué ça, y compris le ministre de la Défense nationale des anciens combattants, lorsqu'il se rendait déjà au niveau de l'Assemblée nationale pour défendre un projet de loi pour la création d'un bataillon de réserve pour venir en appui aux forces de l'ordre, notamment aux militaires, lorsque un conflit survient. Et là aussi, il y avait une section ou un chapitre de description de la sécurité à l'est de la RDC. Ce qui a été vite constaté que au niveau de la sous-région, au niveau de l'est de la RDC, l'insécurité s'est avérée préoccupante jusque maintenant. Donc, cette partie-là, donc, de description du contexte, surtout les stratégies de mitigation ou d'adaptation par rapport aux différents éléments du contexte qui sont préoccupants. Donc, on avait coupé ça pour montrer que finalement, ce dont nous étions en train de leur expliquer, c'était des rapports que nous donnions à nos bailleurs. Mais pourtant, c'était un descriptif factuel ou contextuel du pays, donc du Burundi, pour que l'ONG ou le bailleur ou le partenaire s'engage sur un terrain qu'il connaît déjà. C'était pour peut-être justifier le chef d'accusation d'Asie. Hein. Et tant qu'on y est, donc vous êtes là, vous attendez toujours un coup de fil pour que la décision tombe des sollicitudes du procureur. D'accord. Ça a pris combien de temps? Comment ça a été la suite? Bon, ça a pris entre 40, disons, 1 heure. Et vers 23 heures, le coup de téléphone a sonné. Et il est parti pour répondre à l'appel. Et automatiquement, il est revenu directement dans son bureau. Et il n'y a pas eu 2-3 minutes pour revenir avec des documents qui décident avec la décision. Ouais. Donc, que nous sommes dans la décision que nous devons aller être détenus au niveau de la prison centrale. Quelque part, vous avez évoqué la présence de la CNDH. C'était où, à quel niveau, quelle a été son intervention? C'était avant l'interrogatoire, c'était avant l'audition. Donc, est venu la CNDH, notamment le président. C'est lui que j'ai connu. Ils étaient en équipe, je crois, 3 à 4. Donc, nous ont posé une question sur la manière dont nous avons été traités au niveau du service national de renseignement. Une seule question, je me dis. Oui, une seule question. Et il nous a posé cette question en présence des agents du service national de renseignement. Comme on ne savait pas exactement notre sort, comme on ne savait pas si on était encore dans les mains du service national de renseignement, on a dit oui, on a été traité d'une manière indigne, sans aller dans trop de détails, parce que on voyait qu'on était déjà encore plutôt dans les mains du service national de renseignement. Voilà, donc la décision est tombée. Vous devez aller dans la prison centrale de Muhimba. Comment on a organisé le voyage parce que c'était pendant la nuit. Et comment avez-vous été accueilli à la prison centrale de Muhimba? Le voyage d'abord, c'est que, comme je l'avais précisé, le parquet de Nahangwa se trouve au quartier 9, juste tout près de la société Sodeco. Et aussitôt décidé, on nous a embarqués dans un véhicule du parquet avec des policiers juste pour assurer la garde. Et
on se questionnait directement lorsqu'on a emprunté la piste vers la route nationale numéro 3, plutôt numéro 5, vers Chanik. Et on s'était dit, c'était pratiquement après 23 heures. C'était en pleine nuit. On s'était dit, là, alors, c'est notre dernier souffle. Donc, on ne voyait pas où on nous embarquait, plutôt on cheminait vers. Et toujours à notre grande surprise, on a vu le véhicule dévier vers la route passant près de la société Brarudi. On nous a conduit vers la prison centrale de Mimba. On est arrivé à Mimba vers minuit. Et on était tellement impatients de devoir entrer dans la prison. Parce que ce trajet-là, de minuit, en passant par des coins inhabituels, sinon pratiquement lorsqu'on venait de Quartier Neuf, on allait emprunter le boulevard du Peuple Molondi passant par le centre-ville, logiquement. Mais on a vu descendre vers Sodeko. Et là, lorsqu'on est arrivé à Mimba, on s'était dit, ouf, parce que bien que ce soit une prison, ce n'est pas la même chose que dans cette situation d'impasse et d'incertitude et de crainte. Vous êtes accueilli à Mimba. Quelle a été la suite? Bon, à Mimba, c'est pratiquement dans un autre monde. C'est pratiquement dans un autre monde. On est arrivé là la nuit. Il y avait trop de prisonniers. Tu ne parvenais pas à identifier tel ou tel autre visage. Il y a trop, c'est pratiquement une fourmilière. Et un policier qui assurait la garde nous a montré un passage pour entrer dans le corridor pour loger je ne sais où. Et le matin, c'est là où on a vu finalement les conditions dans lesquelles les prisonniers se trouvent, donc y compris nous-mêmes. Donc, les conditions de là, les conditions d'hygiène, les conditions d'alimentation, les conditions de surpopulation carcérale, c'est quelque chose qui fait peur. Et là, il y a des gens, il y a toujours des gens qui sont emprisonnés, je dirais, irrégulièrement. Vagabond, donc ils sont là sans qu'ils aient des dossiers, sans qu'il y ait appel de leurs dossiers pour ceux qui en ont. Donc, on peut y passer 1 année, 2 ans, 3 ans sans que tu sois présenté devant un juge. Donc, là, ce sont des conditions inhumaines, à telle enseigne que on peut se dire que un prisonnier au Burundi, c'est quelqu'un qui est déjà oublié, qui est déjà rejeté par son pays. Combien de temps vous y avez passé? Nous y avons passé à peu près 3 mois, légèrement moins. Et notre dossier, comme je le disais dès le début, c'était un dossier hautement médiatisé, hautement politisé, que cela a permis qu'il soit traité avec célérité, si je peux dire ainsi, même si une journée d'injustice, une nuit d'injustice suffit pour être long. Sinon, par rapport aux autres dossiers des autres prisonniers, on l'a traité avec célérité parce que ça faisait beaucoup de bruit. Ça faisait beaucoup de bruit et cela a fait que le dossier soit traité avec célérité. Donc, vous êtes interrogé sur base d'un PV qui est venu de la documentation. Toujours. Comment vous êtes parvenu à sortir alors que le PV de la documentation vous accusait fortement comme des rebelles, comme des gens qui perturbent la sécurité? Bon, le dossier, je dirais, a suivi son cours normal et passant par 2 chambres de conseil de premier niveau, au niveau de la
TGI, plutôt du TGI, le tribunal de grande instance d'Onarangwa, puis la décision qui a été prise était notre détention. Et nous avons interjeté appel, toujours dans la chambre de conseil, et la chambre de conseil en appel a également confirmé la première décision d'être détenu préventivement, comme on le dit. Et quelques jours après, le dossier a été fixé au niveau du tribunal pour être instruit en audience publique. L'audience publique a eu lieu le 27 avril. Le 27 avril. Et Dieu merci, ça n'a pas tardé pour prendre la décision. Nous avons été libérés le 28 avril. Mais dans l'entretemps, pendant cette audience publique, il y a eu intervention d'une autre partie non moins importante dans notre dossier. C'est le parti CNDD-FDD, le parti au pouvoir. Et donc, séance tenante, pendant l'audience publique, nous avons vu, en pleine audience publique, un avocat, malheureusement ou heureusement, que je connaissais déjà. Je ne dirais pas heureusement d'ailleurs, parce que ça n'a pas tourné en faveur de nous, parce qu'il était venu comme émissaire du parti au pouvoir pour nous charger, évoquant que dans nos actions, dans nos interventions, dans nos rapports que nous donnons, là je le cite, que nous donnons au Bazungu, donc que nous donnons aux Blancs, comme il le disait, aux bailleurs, que nous donnions des rapports qui ternissent l'image du CNDD-FDD, surtout sous l'aspect sécuritaire. Eh bien, le siège lui a posé quelques questions, lui demandant notamment sous le mandat de qui est venu. Il a dit, eh bien, j'ai été envoyé par le parti au pouvoir. Il a présenté ses plaintes et on les a acceptées, oui, pour constituer le dossier. Donc, le parti au pouvoir s'est constitué partie civile, précisant aussi que il réclame un dédommagement ou des dommages et intérêts équivalent à 100 millions de francs contre nous. Et bien, dans le verdict qui a été rendu, donc qui nous a été signifié le lendemain, comme je le disais, le parti au pouvoir a été débouté. Donc, que ces plaintes n'étaient pas fondées, donc a été débouté. Et à partir de la présence de cet avocat-là, nous avons compris que notre dossier, comme on le disait dans les coulisses, c'était hautement politisé. Donc, il y avait le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui nous avait déjà accusés avant tout procès. Il y avait le service national de renseignement avec tout son acharnement, comme je le disais. Il y avait aussi le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, qui s'est visiblement manifesté comme partie prenante dans le dossier. Donc, pour dire que c'était hautement politisé. Bon, voilà, le lendemain, on nous a signifié la suite, le verdict est rendu, qui nous a acquittés. Et aussitôt signifié de cette décision judiciaire, il y a eu libération. Nous avons été libérés donc le lendemain. Et là alors, il y a eu vraiment un bras de fer entre le parti au pouvoir qui disait non, donc il était déjà, disons, fâché, de constater que ces plaintes ont été rejetées, mais aussi le service national de renseignement s'y est farouchement opposé, disant que nous ne devons pas être libérés. Mais je dois le dire, comme je le disais souvent dans cet entretien-ci, que c'était hautement politisé. Et le Burundi, donc le Burundi allait participer dans la session sur les droits de l'homme à Genève. Donc, avec la médiatisation de notre dossier, ils avaient honte de pouvoir envoyer une délégation, alors que le Burundi se trouvait dans cette situation de violation des droits humains, de détention illégale de nous et des autres défenseurs des droits humains au pays. Donc, c'était aussi flagrant, c'était aussi trop médiatisé,
à telle enseigne que il y avait une partie qui disait, eh bien, il faut les relâcher pour que, quand même, nous puissions être à Genève étant quittes, pouvant démontrer que les droits humains sont respectés, que les défenseurs peut-être sont arrêtés pour des questions d'enquête, et à un certain moment sont libérés. Donc, c'était une partie. Notre parti, dans le parti au pouvoir, mais aussi le service national de renseignement, disait non, il faut qu'il soit gardé en prison. Et d'ailleurs, il y a eu des regrets. On l'a su lorsqu'on était là. Ils ont eu des regrets. Là, je parle du service national de renseignement, que on a commis une erreur de nous avoir présenté devant le juge, de nous avoir autorisé d'aller en prison. Il fallait carrément gérer le dossier sans passer par la voie judiciaire. Pratiquement une exécution extrajudiciaire nous guettait. Eh bien, là, aussi la CNIDH s'est activée parce que, comme une commission nationale indépendante des droits de l'homme, allait aussi présenter ses actions au niveau de Genève dans le Conseil des droits de l'homme, montrant qu'elle s'est impliquée dans notre libération. Donc, notre libération, pratiquement, n'a pas été judiciaire, mais a été pratiquement politique. Est-ce que le CNDD-FDD n'aurait pas tenté de faire appel face à votre libération? Bon, bien évidemment, on s'attendait à cela, mais cela n'a pas été fait. Plutôt, c'est le ministère public qui a interjeté appel juste quelques jours après notre libération. Et cet appel qui a été interjeté est resté dans les tiroirs, est resté top secret, n'a pas été communiqué ni à nous, ni à nos avocats. Mais on a eu un document officiel, donc l'acte d'appel ne nous est pas revenu, bien évidemment via leurs collègues au niveau du ministère public, parce que aussi au niveau du ministère public, au niveau des juges, il y avait deux parties. Il y avait une partie qui constatait que nous étions en train d'être persécutés injustement, en train de subir des injustices, mais aussi il y avait une partie parmi ces deux structures, ceux qui étaient du côté du service national de renseignement pour nous enfoncer. Donc au fond, c'était pratiquement quelque chose pour museler, pour faire taire toute intervention allant dans le sens de dénoncer ce qui ne va pas au niveau du Burundi, notamment dans le domaine des droits humains. Audace Habyarimana, vous êtes juriste. Vous avez été à la documentation et à la prison centrale de Mhimba. Vous avez été devant le juge. Qu'est-ce que vous pensez de la justice burundaise, vu la façon dont il procède pour faire des enquêtes? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, ce que j'en pense, c'est ce que toute personne avisée peut penser, penser à la manière dont la justice burundaise fonctionne. C'est que, purement et simplement, la justice burundaise est un instrument du pouvoir. C'est une structure instrumentalisée et malheureusement, ça devrait être un pouvoir avec les trois pouvoirs qui existent dans tout État démocratique. Le pouvoir exécutif et le judiciaire et le législatif. Et pratiquement, ce qui a trait avec le pouvoir judiciaire au Burundi, c'est un pouvoir qui n'existait pas aujourd'hui. Pratiquement, c'est une aile ou une branche ou un outil du pouvoir exécutif. Et là, comme je le disais, lorsque le ministère public a interjeté appel contre nous, c'est peut-être aussi toujours le coup de téléphone qui aurait téléguidé ça, parce que l'acte d'appel ne nous a jamais été communiqué. Mais aussi, on a eu l'information de sources fiables que le ministère public a interjeté appel sur ordre du service national de renseignement, sur ordre du parti au pouvoir. Donc, le système judiciaire, la structure judiciaire est là pour plaire ou pour exécuter les ordres qui sont donnés par le pouvoir exécutif. Et à plus forte raison, c'est que
toutes les décisions qui se prennent au niveau du pouvoir judiciaire sont dictées par le pouvoir exécutif. Et alors, ce que je peux proposer, suggérer à l'endroit de la justice burundaise, je suggérerais aux juges plutôt qu'à la structure judiciaire. Parce que, comme je le disais, il y a une partie de juges qui sont justes et qui peuvent aller dans le sens de la justice, mais bien évidemment, en revanche, il y a une partie des juges qui sont purement pratiquement des politiciens ou qui sont là pour exécuter les ordres de l'exécutif. Donc, je ferai un clin d'œil à ces juges qui sont toujours épris de la déontologie magistrale, de la déontologie judiciaire, d'user de leur sagesse afin de pouvoir influencer positivement la magistrature burundaise. Sinon, à l'heure où je parle, la magistrature burundaise est à genoux. Merci beaucoup, Audace Habyarimana, pour votre témoignage. Je vous en prie.